J'ai fait une retraite Vipassana de 10 jours en silence. C'est une technique où on médite de 4 heures du matin à 21 heures. Et je suis ici pour vous faire un retour d'expérience. Je vais vous faire un chapitrage de cette vidéo parce qu'elle sera probablement assez longue. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis rentrée il y a quelques jours seulement. Et j'avais envie de faire cette vidéo quand j'ai encore l'esprit clair pour vous dire à la fois ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qui me semble problématique et ce que ça m'a apporté également. Puisque évidemment c'est une expérience qui est faite de nuances qui sera certainement pas la même pour vous si vous y allez. Donc avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que si vous avez envie de faire Vipassana, si vous avez envie de vivre cette expérience, allez-y, allez-y sans attente. Ne vous basez pas sur mon expérience, sur ce que je vais partager dans cette vidéo, parce que ce n'est que mon expérience et que j'ai vraiment vu que pour beaucoup de personnes, ça pouvait être très différent. Selon où vous en êtes dans votre vie, selon comment vous vous sentez, bref, selon des tas de paramètres qui sont également imprévisibles. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Vipassana? Vipassana, ça veut dire voir la réalité telle qu'elle est ou voir les choses telles qu'elles sont. C'est une technique de méditation qui est de tradition bouddhiste. Faut le savoir, il y a plein de moments pendant la retraite où on vous dit qu'on n'est pas dans une secte, que c'est complètement adapté aux laïcs. Mais quand même, vous verrez que dans les critiques que j'aurai à faire par rapport à cette méthode, il y a des choses qui reviendront sur ce sujet. Et notamment, c'est bien de le savoir avant d'y aller, que voilà, c'est une technique inspirée de la pratique du Bouddha et qui serait telle que l'a enseigné le Bouddha. C'est une méthode également, une pratique qui a pour but l'illumination, le nirvana, voilà, rien que ça, euh, mais qui vise à purifier l'esprit. Donc je vais un peu commencer par les informations pratiques. Moi, c'était la 4e fois que je m'inscrivais. Pourquoi autant de fois? Parce qu'en fait, c'est un tirage au sort. C'est-à-dire, il y a tellement de demandes, puisque c'est gratuit, en tout cas, c'est sur donation libre. Si vous avez envie de donner quelque chose à la fin du cours, c'est le bienvenu. Si vous avez également envie de donner de votre temps et de servir, c'est bienvenu. Mais c'est un endroit qui... à la fois un lieu et à la fois un enseignement qui se base sur le bénévolat et sur les dons. Donc il y a énormément de demandes et donc c'est un tirage au sort. Vous pouvez aller sur le site de Vipassana, regarder les dates des cours et le jour qui est indiqué en termes d'inscription, vous avez 24 heures pour faire votre inscription. Et ensuite c'est un tirage au sort. Donc c'était la 4e fois que je m'inscrivais et que j'ai enfin été sur la liste des étudiantes. C'est un endroit où vous êtes hébergé, nourri pendant 10 jours, en fait pendant plutôt 12 jours, mais le cours dure 10 jours. On s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire dans le sens où vous n'avez pas à cuisiner, vous n'avez pas à gérer quoi que ce soit dans le lieu, tout est extrêmement bien organisé, ça m'a même énormément inspiré, énormément impressionné. Ils ont vraiment une organisation qui est irréprochable. Ils accueillent environ 5000 étudiants, j'ai à peu près fait le calcul par an, donc c'est un lieu, donc c'est Damamaï, c'est en Bourgogne, et il y a des navettes qui sont installées également depuis Paris. Il y a beaucoup de covoiturage qui est également organisé, donc c'est très facile d'y aller, très facile d'en revenir. Au niveau du lieu également, tout est extrêmement sobre, tout est très bien... là encore une fois, organisé, pensé pour que pendant la retraite de méditation, vous soyez simplement avec vous-même, pas en train de vous poser la question de comment on fait ceci, comment puis-je avoir cela. Bref, il y a des écriteaux partout pour pouvoir faciliter la vie quotidienne en fait dans ce lieu. Ensuite, concernant le planning, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc je vous mettrai, je pense, une capture d'écran du planning pour que vous puissiez vous rendre compte des journées voilà, des journées qu'on vit là-bas pendant une retraite de 10 jours. Mais globalement, voilà, vous levez à 4h, 4h30 du matin. Il y a une première méditation à faire soit seule, soit dans la grande salle de 4h30 à 6h30. Ensuite, c'est petit déjeuner et repos. On reprend à 8h, méditation de groupe, tous ensemble dans la grande salle. Puis après, méditation en seul, soit dans la grande salle, soit dans votre chambre.
Ensuite, on a le déjeuner à 11 heures, suivi d'un temps de repos, avec également le temps des questions aux enseignants. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir vous inscrire sur une liste et aller voir l'enseignant si vous avez des questions. Je reviendrai sur ce point également plus tard. Puis vous avez la méditation qui reprend seule, à peu près vers 13 heures. Puis un temps de méditation de groupe à 14h30, suivi d'un temps de méditation seul dans votre chambre ou dans la grande salle. Du dîner, alors c'est pas vraiment un dîner, en fait c'est une collation à 17h. Et donc cette collation elle est très légère, vous avez droit à 2 fruits en tant que nouvelle étudiante et une boisson chaude. Et pour les anciennes étudiantes, c'est-à-dire les étudiantes qui reviennent, c'est juste de l'eau citronnée ou de l'eau avec du gingembre. Et puis ensuite, on reprend la méditation de groupe à 18h, suivi d'un discours, qui est un moment assez important quand même de la journée. Pareil, je vous en reparlerai. Et puis suivi d'une méditation de groupe de nouveau dans la grande salle. Une autre opportunité de poser des questions aux enseignants. Et ensuite, tout le monde va dormir. Et à 21h30, tout le monde dort. Le principe de Vipassana, tel qu'il nous l'est formulé, je vais vraiment reprendre les mots de Goenka, c'est-à-dire l'enseignant qu'on ne voit pas parce qu'il est décédé maintenant, mais dont on entend la voix petit à petit et qui transmet véritablement la méthode. Le principe, comme on nous le dit, je crois que c'est le premier discours qu'on entend, c'est de faire une opération chirurgicale de votre esprit et d'en faire sortir le pu. Et donc c'est une opération chirurgicale, c'est vraiment quelque chose de très profond. On vous dit même que vous êtes en prison ou dans un hôpital, il me semble. Chose qui, moi, m'a un petit peu fait paniquer, j'avoue, le premier jour. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment comme déclenché quelque chose, une résistance à l'intérieur de moi. Et donc c'est un processus qui va être profond, qui va être intense. Selon les personnes, évidemment, comme je vous l'ai dit, ça se passe de façon différente. Mais ce n'est pas du tout anodin et ça peut être très difficile. Voilà. J'ai déjà envie de vous le dire dès maintenant. Ça peut être extrême, ça peut être radical. On est quand même pendant 10 jours en silence, véritablement. Il n'y a absolument pas de parole échangée avec qui que ce soit, sauf quand vous posez des questions à l'enseignante. Mais c'est tout. Le principe global de la méditation, c'est une sorte de scan corporel qui va assez loin. C'est pas simplement, on va dire, visualiser de la tête jusqu'aux pieds. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, c'est un scan corporel. Il y a plusieurs étapes. Il y a les 3 premiers jours où c'est un temps de préparation, où on est vraiment basé sur notre respiration. Puis il y a vraiment la technique Vipassana à partir du 4e jour qui nous est transmise, où là, ils nous disent, à partir de maintenant, le principe est de ne plus bouger, c'est-à-dire avec une ferme détermination. On ne va pas bouger de notre posture pour les prochaines heures de méditation. Et le dernier jour, on apprend une autre technique de méditation, qui est une technique qui s'appelle Metta, qui est plutôt de l'ordre de envoyer de l'amour à tous les êtres et faire monter la compassion en nous. Également, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de répétitions. Ça, moi, ça a été un truc assez difficile à vivre, mais il y a beaucoup de répétitions. Ne serait-ce que par le fait que dans la journée, vous pouvez méditer jusqu'à 12 heures par jour. Et à minima, on est aux alentours de 5h30, 6 heures de méditation par jour. Mais vraiment, si vous êtes à fond, vous pouvez méditer 12 heures par jour. Et dans les instructions, dans les exercices qui sont proposés, dans les concepts qui sont évoqués, dans la philosophie, dans les mots qui nous sont dits, il y a énormément de répétitions. Vous allez entendre par exemple des mots comme anicca constamment. Je vais en reparler, mais c'est le mot qui désigne l'impermanence des choses. Et donc il y a vraiment un effet comme ça de rituel, de jour le plus long, j'ai envie de dire, qui n'en finit jamais. Ce qui m'a valu quand même pas mal de fou rire et de gros moments de solitude avec moi-même, mais vraiment il y avait des moments où je me sentais en saturation parce que répétition, des mots, des gestes, évidemment l'environnement parce qu'il est très très sobre, il n'y a aucune distraction qui est possible. Je le précise d'ailleurs ici, mais évidemment vous n'avez pas votre téléphone portable, vous n'avez pas de quoi lire, vous n'avez pas de quoi écrire, vous n'avez rien de tout ça. Donc il n'y a absolument rien
sur lequel vous pouvez vous raccrocher pour vous rassurer, pour vous distraire, pour faire passer le temps. Chose qui m'a beaucoup challengée, mais voilà, c'était aussi le but et je savais que j'allais vers ça. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant sur les concepts véritablement de Vipassana et un peu ce que j'en ai retenu au fur et à mesure. Et puis je vous ferai plus tard vraiment ce que ça m'a apporté et puis vraiment mes critiques, on va dire, mes points de vigilance ou ce qui m'a un petit peu plus posé question. La première chose que j'ai vue assez rapidement, c'est que mon esprit était très très stratège, on va dire, et qu'effectivement, comme il le dit à un moment donné, je crois assez rapidement, peut-être le premier discours ou le deuxième discours, j'étais ma propre ennemie. Et c'était assez bluffant de voir à quel point mon cerveau, mon esprit me faisait vivre des émotions et partait dans tous les sens, me ramenait à des événements de ma vie. Donc il y a énormément de choses qui peuvent remonter, énormément de choses du passé. Toutes les nuits, je rêvais à une personne de ma vie, enfin quelqu'un qui a marqué ma vie de façon assez importante. Toutes les nuits, c'était quelqu'un de différent. Toutes les nuits, il y avait comme des dossiers qui remontaient à la surface. Et donc c'est vraiment un moment où je me suis retrouvée à être face à moi-même et à ne pas pouvoir fuir. Parce que tout est fait pour que vous ne puissiez plus fuir. Plus fuir. Donc c'était assez vertigineux parce qu'au bout d'un moment, en fait, j'observais que mon cerveau allait chercher des choses à penser, des choses où je me disais ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire quand j'entrerai ou qu'est-ce qui se passerait ou quel voyage j'ai envie de faire ou qu'est-ce que je pourrais dire à telle personne ou est-ce que j'enverrai pas un mail à cette personne ou enfin bon bref voilà. Et donc je partais dans tous les sens et il y avait toujours des choses qui remontaient, toujours de nouvelles choses qui émergeaient. Et franchement, les 2-3 premiers jours, ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé ma posture assez rapidement. J'ai globalement, pendant Vipassana, pour moi, pas eu de grosses souffrances physiques. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un énorme challenge et que globalement, la posture est quelque chose de difficile. Ça n'a pas été mon cas. J'étais plutôt étonnée. Oui, bien sûr, j'avais mes jambes qui s'engourdissaient, mes mains qui s'engourdissaient, mal au dos de temps en temps, mais c'était absolument pas insupportable et difficile. Par contre, ce qui a été le gros challenge pour moi, ça a été de gérer l'ennui, de gérer ces répétitions, de gérer mon esprit qui vagabondait, puis qui revenait. Et en même temps, assez rapidement, j'ai trouvé, enfin surtout à partir du 4e jour en fait, le jour où on apprend véritablement Vipassana et où on arrête de bouger, ce qui était assez intéressant pour moi à expérimenter, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vraiment expérimenté de la concentration très très profonde, une sorte de focus très précis, très perçant. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai vu que ça stabilisait aussi mon esprit. Et que plus je restais immobile, plus je ralentissais, plus mon esprit, plus mon cerveau, plus mon mental ralentissait, se calmait et arrivait à se stabiliser, à un calme assez incroyable en fait. Quand on vit Vipassana, on se rend compte aussi assez rapidement que la méditation est une forme d'immense grande métaphore de la vie. Très vite, il nous parle de souffrance et il nous parle de l'avidité, l'aversion et l'ignorance qui sont les 3 sources de toute souffrance. Et donc, c'est un peu comme si je pressentais ce qu'ils allaient nous dire, mais le fait de l'entendre et d'avoir ces discours le soir, juste avant d'aller dormir, ça me faisait pas mal cogiter, et c'était très bien, hein, c'était vraiment le but. Et au fur et à mesure, j'ai vu que, oui, l'avidité, le fait de quand je ressens une sensation plaisante, quand je ressens quelque chose qui me fait du bien, en fait j'en veux encore plus, j'en veux encore plus, j'en veux encore plus. Et quand je ressens quelque chose qui est difficile, une douleur, une peine, une tristesse, quelque chose qui me fait mal, et ben tout de suite je la rejette, tout de suite je la veux pas. Et puis aussi l'ignorance, le fait de ne pas avoir conscience de tout ça et de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et que cet ensemble-là d'avidité, d'ignorance et d'aversion crée en fait à peu près, on va dire 95%, 99%, je ne sais pas,
de mes souffrances. Et donc ce concept au niveau de la souffrance, de quelle est l'origine de toutes nos souffrances, eh bien au fur et à mesure quand même je voyais que ça me chamboulait et surtout je voyais à quel point c'était pertinent, jour après jour, à quel point c'était juste en fait, à quel point je l'expérimentais, à quel point par exemple quand je n'en pouvais plus de 17h ma pomme à manger, en fait c'était le fait de ne plus en pouvoir qui me générait de la souffrance et me générait un «Ah non, j'ai pas envie de ce moment, j'en ai marre, je veux que ça passe plus vite». Assez rapidement, la solution pour éviter de souffrir, c'est d'accepter. Et d'accepter surtout, on va dire, quelque chose qui nous vient en aide, quelque chose qui peut nous rassurer dans un certain sens, surtout pour la version. En fait, toutes les choses passent. Voilà. Et c'est vraiment la loi de l'impermanence. Et au fur et à mesure, donc par exemple, la méditation qui est cette espèce de grand laboratoire de la vie, de grande métaphore de la vie, comme je vous disais, quand on a une souffrance, quand on a par exemple une douleur, on se rend compte par le scan corporel, par leur méthode, qu'au fur et à mesure, cette douleur disparaît. Si on va vraiment au centre de la douleur, si on a vraiment une observation fine, en fait, on se rend compte qu'elle disparaît, qu'on n'a pas besoin de s'attacher à elle et qu'elle va s'évanouir en fait. Et donc on entend énormément anicca, 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 qui est l'impermanence des choses. Et qui donc, si les choses sont impermanentes, si mon plaisir que je ressens quand j'ai une sensation agréable, si l'aversion que je ressens, la difficulté que je ressens quand je ressens une douleur, une sensation désagréable, tout ça, ça va partir, tout ça, ça va changer. Eh bien, à quoi bon s'attacher? À quoi bon me faire souffrir plus en étant collée à ma sensation, on va dire, et être aussi réactive? La difficulté de Vipassana et en même temps un peu la clé et la chose aussi qu'on nous répète et qu'on nous répète et qu'on nous répète, c'est sois équanime, l'équanimité. Juste observe ce qui se passe, observe que ça change et ne réagis pas. Et donc, pendant nos scans corporels, peu importe qu'on ressente des sensations agréables, c'était mon cas globalement, hein, peu importe qu'on ressente des douleurs, eh bien, en fait, ne t'attache pas, reste stable, ne réagis pas et juste observe. Voilà, ça c'est le cœur de la méthode en réalité. Ceci étant dit, on va dire qu'à partir du 3e, 4e jour, là j'ai commencé à ressentir pas mal de difficultés parce que, si vous voulez, j'avais une sorte de questionnement et de doute philosophique, j'avais plein de choses qui remontaient et je me disais, ok, très bien, ne nous attachons pas. Il ne faut pas que je sois réactive. Quand je pratique et que je ressens des choses, j'observe. Et voilà, j'y arrivais assez bien. Mais ça me posait des tas de questions plus philosophiques, plus de l'ordre du quotidien aussi, de la mise en pratique dans la vie de tous les jours. Et par exemple, il y a un discours qui m'a fait pleurer. Vraiment, j'ai pleuré dans mon lit après ce discours, qui nous parle du non-attachement. Et j'ai attendu 2 jours pour aller voir la prof et lui dire mais je comprends pas, bien sûr que je sais par exemple que les personnes autour de moi vont mourir, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que je m'attache pour ne pas souffrir? Parce que quand même le but de la méthode c'est de se libérer de ses souffrances, de purifier son esprit et donc de se libérer de ses souffrances. Et donc le non-attachement vient de là, vient du fait que si tu t'attaches, tu vas souffrir. Et donc j'étais un peu partagée par ce concept parce que je me disais oui très bien, je sais que l'attachement va me faire souffrir, je sais que par exemple je sais pas mes 2 chattes que j'ai chez moi, je suis très attachée à elles, je les aime, mais je sais qu'elles vont mourir et je sais que je vais être triste quand elles vont mourir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas que je m'attache à elles? Est-ce que le fait de ne pas m'attacher à elles veut dire que je vais avoir moins d'émotions avec elle, que je vais avoir moins de sentiments pour elle, que ça va comme un peu lisser mes émotions, me faire vivre des tristesses moins intenses, mais peut-être aussi des joies moins intenses. Je me pose encore ces questions aujourd'hui, hein, je suis revenue avec ça.
Et voilà, et les réponses de l'enseignante n'ont pas été super satisfaisantes pour moi. Ensuite, je voulais également aborder le point que il y a des personnes qui peuvent abandonner, hein. Il y a 3 hommes dans mon groupe donc sur 60 qui ont quitté pendant les 10 jours et 2 femmes qui ont quitté. On vous le conseille pas, vraiment, on vous le dit à plein de moments, ne partez pas, c'est même dangereux pour vous, c'est dangereux pour votre psychisme de partir avant la fin du processus. Et ça, c'est vrai que je peux vous le confirmer. Je pense que moi, si j'étais partie en plein milieu, ça m'aurait vraiment beaucoup déstabilisée. J'ai pensé vraiment à 2 moments, je pense le 2e jour et puis le 6e jour à partir, qui sont pour moi les jours les plus difficiles. Et j'avais vraiment envie que le temps passe plus vite. Mais je suis restée jusqu'au bout. Je suis assez fière de moi là-dessus. Je suis même assez étonnée. Je suis étonnée de la persévérance, de la concentration que j'ai eue, de ce travail qui nous dit vraiment de faire confiance en la technique pour l'expérimenter jusqu'au bout. Et à la fois, c'est très difficile de faire confiance comme ça. À prime abord, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à faire confiance à l'enseignante, notamment les 3 premiers jours, parce que je sentais pas de compassion en elle, parce que je sentais quelque chose de très froid, une certaine distance, quelque chose d'assez sec, et que moi, en fait, ça me donne pas du tout confiance quand je vois quelqu'un comme ça. Donc, j'ai eu vraiment de la résistance. Puis, je suis allée lui parler, j'ai craqué devant elle, vraiment, je me suis mise à pleurer devant elle. Elle m'a comme jeté les mouchoirs, vraiment jeté. Et en même temps, j'ai vu à ce moment-là de la compassion dans son regard. Et du coup, ça a ouvert quelque chose en moi et ça m'a permis d'avoir confiance quand même en tout le processus et de continuer. Enfin, avant d'aborder les points de vigilance et puisque ça m'a vraiment apporté, je voulais faire une petite parenthèse qui est une spécificité personnelle. Je pratique le chamanisme au tambour et en fait, je ne sais pas pourquoi véritablement, mais j'avais oublié de le mettre dans mon inscription parce que lors de votre inscription sur internet, vous avez quand même on va dire une fiche assez complète à remplir, notamment avec si vous avez des soucis psychologiques. Et, euh, et donc aussi si vous pratiquez certaines, on va dire, pratiques de guérison. Et donc ça fait 4 ans que je pratique le chamanisme au tambour, hein, mais je ne sais pas pourquoi, mon esprit a complètement zappé ça au moment de mon inscription il y a plusieurs mois. Et je l'ai mis à votre arrivée, vous re-remplissez une feuille avec voilà, votre état de santé, est-ce que vous pratiquez la méditation, enfin voilà, plein de détails comme ça. Et donc là je l'ai mis, hein, parce que moi, bien honnête, je l'écris. Et donc j'ai été convoquée par l'enseignante à mon arrivée et qui m'a clairement dit qu'en fait c'est une pratique incompatible avec la pratique de Vipassana. Par exemple, l'hypnose en est une. Je sais pas trop quelles sont les autres pratiques qui sont incompatibles, mais tout ce qui est pratique aussi énergétique apparemment. Et j'avoue que ça m'a un petit peu comme refroidi. C'était un peu le bienvenu que j'ai eu et qui a contribué aussi à ce côté méfiance envers l'enseignante. Et, euh, et donc, bon, elle m'a demandé de lui en parler, elle m'a demandé de vraiment bien discerner, bien faire la différence, chose que je sais faire. Donc, je n'ai absolument pas pratiqué le chamanisme au tambour, hein, et puis de toute manière, je n'avais pas de tambour, donc ça ne risquait pas, comme je lui ai dit. Euh, et voilà, parce qu'en réalité, Vipassana est vraiment basé sur j'observe ce qui est. Or, le chamanisme au tambour, c'est plutôt je vais chercher un message, je vais chercher une aide extérieure. Euh, alors que là, vous êtes seul, vous allez chercher l'aide en vous-même, j'ai envie de dire. Donc c'était très intéressant, mais elle m'a quand même dit que ça serait écrit dans mon dossier et qu'il faudrait que je choisisse entre Vipassana et la pratique du chamanisme au tambour. Et pour les points que je vais vous dire ensuite, dans la suite de cette vidéo, je pense que vous comprendrez pourquoi je vais plutôt choisir de continuer ma pratique du chamanisme au tambour et que je laisserai Vipassana de côté pour moi. Alors, je vais parler maintenant des points de vigilance, des bémols un petit peu pour moi, sachant que, encore une fois, ce n'est que mon expérience, ce n'est que mon vécu. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que j'ai rencontré des femmes euh, qui sont venues 4, 5, 6 fois, parfois plus,
et qui ont apparemment une super pratique de Vipassana, que ça les aide véritablement dans leur vie. Donc je pense que comme toutes les choses, ça ne convient pas à tout le monde en réalité, mais que pour certaines personnes, ça peut vraiment aider. Moi, je vous parle plutôt du point de vue de faire cette expérience de 10 jours. Sur quelles choses j'ai été vigilante ou sur lesquelles je peux avoir encore aujourd'hui des questionnements, des réticences. Et puis je vous parlerai ensuite de qu'est-ce que ça m'a apporté véritablement de vivre ça, même si je ne continuerai certainement pas Vipassana. Alors la première chose, c'est que on vous dit plein de fois que ce n'est pas une secte, que c'est adapté aux laïcs, mais quand même, c'est empreint de la culture bouddhiste. Et quand même, ça a son importance parce que, par exemple, si vous vous retrouvez pendant le discours à tendre vos jambes, parce que vous avez mal aux jambes, vers l'enseignant, il y a une croyance en Orient qui dit que, en gros, vous lui envoyez comme des mauvaises ondes ou des choses comme ça. Et donc vous n'avez pas le droit et l'assistante de l'enseignante va venir vous voir et vous dire de, s'il vous plaît, ne pas tendre les jambes vers l'enseignant. Ça peut paraître un peu, j'ai envie de dire, anecdotique, mais quand même pour moi ça a son importance parce que c'est pas quelque chose de rationnel, quoi. Je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose de basé plutôt sur une croyance. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais vraiment dire et qui pour moi est très importante, c'est que c'est quand même une expérience qui est extrême, qui est radicale. Le troisième jour, quand j'ai craqué face à la prof, parce que j'avais plein de choses, de difficultés qui venaient, etc. En fait, elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit, c'est extrême ce qu'on vous demande. Et en fait, je peux pas vous dire à quel point ça m'a fait un soulagement de l'entendre dire par quelqu'un. C'est extrême par plusieurs aspects. Premier aspect, vous êtes un peu déboussolé niveau repas quand même, hein. Vous avez petit-déj, repas du déjeuner qui est très bon, voilà, le petit-déj et déjeuner sont très copieux et voilà. Par contre, la collation à 17h, moi j'ai l'habitude de manger quoi, le soir. Et voilà, ça peut faire un peu tout drôle. À 21h, j'avais faim. Bon, ça allait, c'était pas une faim non plus qui me tiraillait. Mais voilà, ça rajoute, on va dire, un petit élément. Le plus gros élément, c'est le silence. Même si j'avoue que je l'ai apprécié, j'ai apprécié cette expérience véritablement de silence profond, de silence qui continue pendant 10 jours, de silence jour et nuit, du fait que vous ne parlez à personne, voilà, à personne pendant 10 jours. Mais le 11e jour, vous reprenez la parole, il y a vraiment un temps dédié un peu à la transition à la fin de Vipassana, donc moi c'était un samedi. Vous allez à la fin d'une méditation, le silence se termine et si vous le souhaitez, vous pouvez petit à petit reparler aux gens autour de vous. Et je vous avoue que de pouvoir parler, regarder dans les yeux, parce que quand vous êtes en silence, on vous dit ne regardez pas, ne croisez pas les regards, ne dérangez pas les autres en fait dans leur processus, ne vous faites pas de gestes, ne communiquez pas autrement que... en fait, ne communiquez pas du tout. Et donc, ça passe par le silence, mais ça passe aussi par le geste, les regards, etc. Les sourires. Et moi, le fait d'avoir côtoyé des femmes comme ça pendant 10 jours, d'avoir fait ma lessive avec elles, d'avoir mangé avec elles, d'avoir médité avec elles, d'avoir dormi, parce qu'on est dans des dortoirs, d'avoir dormi avec elles, en fait, j'étais un peu, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi, de voir ces êtres humains autour de moi et de pas pouvoir leur dire 3 mots, de pas pouvoir leur sourire, de pas pouvoir les regarder. Et j'avais une envie vraiment très forte de les regarder, de regarder ces visages et d'entrer en connexion. Et ça n'est possible que le 11e jour. Et donc le 11e jour, je peux pas vous dire à quel point je m'en suis donné à cœur joie, à quel point j'ai rigolé, à quel point j'ai discuté de la méthode avec d'autres personnes. Et ça m'a beaucoup apporté. En fait, les partages ensemble à la fin m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Et donc, par le fait que cette expérience soit extrême, soit radicale, moi aujourd'hui, je sais que ça ne me convient plus. Moi aujourd'hui, j'ai une vision de la transformation de soi, de l'introspection qui passe plutôt par la vulnérabilité, par la douceur, par la lenteur, par le fait de faire petit pas par petit pas. Et qu'en fait, là, cette expérience, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose d'assez brutal, hein, je trouve. Et de ressentir ce vide et de se retrouver face à soi d'un seul coup, comme ça, de façon entière, on va dire. Donc à la fois, c'est très intéressant et à la fois, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est une expérience extrême. La troisième chose qui était difficile, c'était ce côté froideur, distance avec les enseignants. Même si, voilà, au bout d'un moment, j'ai senti de la compassion, mais
globalement, je sais pas comment vous dire, mais on ne ressent pas de la personnalité de l'enseignant qu'on a face à nous. C'est vraiment la voix de Gwenka qui est là, qui nous transmet la méthode. Et les enseignants sont plus là comme des aides, si vous avez des questions, si vous avez vraiment un moment très difficile. Mais c'est très étonnant en fait. J'ai une certaine ambivalence parce que j'avais envie de découvrir, je sais pas, leur parcours avec Vipassana, à quel point ça les a aidés par exemple, parce que j'imagine que pour en arriver à l'enseigner, c'est que vraiment ça doit beaucoup nous aider. Et en même temps, il y a très peu de choses en fait sur lesquelles on peut se baser pour découvrir la personne et qu'en fait vous n'êtes pas là pour ça. Donc évidemment, il y a du bon à ça, je pense que c'est vraiment voulu et que cette distance, cette froideur, ce côté un peu sec est très bien en réalité pour vous faire plonger dans l'expérience. Mais en même temps, pour moi, elle a rajouté de la difficulté. Et c'est vraiment quand j'ai senti de la compassion dans cette femme pour moi, pour ce que je vivais, pour mes difficultés, pour là où j'en étais, que ça m'a ouvert un peu plus de confiance et que j'ai pu un peu plus m'abandonner à l'expérience. Ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est aussi le fait qu'il y a des chants qui sont faits, alors pas par nous, mais toujours par Goenka, on entend des chants en pali, donc un indien ancien, si j'ai bien compris. Et en fait, il y a plein de moments où c'est absolument pas traduit, donc vous comprenez pas ce qu'il dit. Ça m'a un peu dérangée. Alors pareil, est-ce que c'est juste mon mental qui avait besoin de se raccrocher à quelque chose? Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, c'est notamment dans les discours du soir. Il y a vraiment un moment où on entre dans une sorte de, comment dire, de concept que la loi de la nature, c'est travailler dur. Si tu ne fais pas les choses comme il faut le faire, comme la méthode Vipassana, si tu te libères pas de tes souffrances, eh ben, tu vas continuer à ressentir de l'aversion, de l'avidité, de l'ignorance, et tu vas souffrir. Et c'est la loi de la nature qui, en gros, va te punir, si je peux dire ça comme ça. Mais vraiment, à un moment donné, le mot punir est nommé hein, et dit. Ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal parce que ça m'a beaucoup rappelé, notamment le côté, en fait, le côté religieux, quoi, le côté, le paradis, l'enfer, aller chercher l'illumination, tout ce côté, en fait, de but m'a un peu laissé sceptique. À la fois, le côté méthode, scan corporel, j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'ai trouvé très pertinent, ce concept d'aversion, d'avidité, de rester stable, de ne pas réagir. Et c'est des choses même que je peux retrouver dans d'autres pratiques que je pratique, comme, je sais pas, la méthode Imago, comme la CNV, comme... Il y a différentes choses vraiment où j'ai senti comme s'il y avait une racine commune. Et en même temps, cet aspect de faut travailler dur, faut être discipliné, sinon tu vas pas mériter ton illumination. Ça, par contre, ça m'a vraiment dérangée. J'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai eu vraiment une sensation de retourner à la messe, quoi. Voilà. Et enfin, le dernier bémol que je pourrais donner sur cette technique, c'est un peu la difficulté à revenir de tout ça. J'ai trouvé globalement qu'on nous laissait assez à la fin des 11 jours. Donc vous reprenez la parole et puis vous passez la journée où vous pouvez parler, vous continuez à méditer. Il y a 3 méditations, mais globalement c'est beaucoup plus léger. Et puis le dernier jour, vous partez, enfin le dimanche, vous repartez le matin tôt après avoir donné un coup de main à nettoyer les lieux. Et voilà. Et on vous dit, hein, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez contacter l'enseignant. On vous invite à vraiment méditer avec d'autres gens de votre région, à vous retrouver. Il y a des cours de 1 jour qui sont organisés. Donc, en soi, il y a des possibilités, mais quand même, j'ai trouvé ça assez brutal, cet aspect de d'un seul coup, on reparle le 11e jour, et puis voilà, le 12e jour, vous êtes réenvoyé chez vous et vous digérez ça un peu à votre façon. Là, je sens que je suis encore dans une phase de digestion, que ça m'a beaucoup aidé les partages à prendre du recul également. Mais il y a une sensation un peu de flottement, quoi, de questionnement aussi, de ah mon Dieu, là je suis en train de réagir. Ah mon Dieu, là je vais pas. Enfin, bon, j'ai jamais espéré atteindre l'illumination, hein, qu'on se le dise, mais ouais, un petit peu d'une saveur étrange, j'ai envie de dire. D'une saveur avec la réalité qui est
un peu étonnante, et puis dans la relation, et puis dans les sensations, etc. Alors, je parle d'illumination et le soleil apparaît. C'est peut-être ça la véritable illumination qui m'attend. Euh, donc, je vais arriver à la dernière partie de cette vidéo sur vraiment qu'est-ce que ça m'a apporté de faire cette expérience de 10 jours de silence, de 10 jours de méditation intensive, hein, parce que c'est vraiment ça. La première chose que ça m'a apporté, c'est que c'est une plongée dans le corps et que ça, globalement, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup ancré, beaucoup reconnecté à moi-même, en fait. Et que je pense vraiment qu'on a toutes et tous besoin de revenir dans notre corps, de revenir à soi. Et c'est une expérience où vous n'êtes que avec vous-même, en fait. Et donc ça m'a énormément apporté. Je peux même pas encore vous dire, je pense, la quantité de bénéfices, mais je le pressens, je le sentais directement. Ça fait aussi une sorte de grand nettoyage de tous vos dossiers que vous n'avez pas réglés dans votre vie, de grandes remises en question de tout ça, de sentir à quel point vous êtes au bon endroit ou pas, à quel point vous contribuez. D'ailleurs, à un moment donné, il en parle également de un peu des sortes d'applications dans la vie. Globalement, les discours, il y a des histoires, il y a des métaphores, il y a des exemples qui sont donnés. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à re-questionner globalement ma vie. Alors ça n'a fait que confirmer que je suis très bien là où je suis, que je suis très bien dans mes contributions au monde, dans mon travail, que globalement je me sens bien avec moi-même, que je me connais bien. Mais quand même, ça a comme approfondi quelque chose, ça a renforcé la connaissance que j'ai de moi, ça a renforcé ce que je sais de moi et ça m'a fait découvrir de nouvelles facettes, notamment cet aspect de vraiment comprendre par l'expérience que quand je ressens quelque chose de difficile, souvent c'est mon mental qui l'a fait émerger, souvent c'est moi en fait qui me fait du mal toute seule. Euh, et que donc la solution, ce n'est pas d'aller critiquer quelqu'un, d'aller faire porter le chapeau à quelqu'un, à la vie, à ce que vous voulez, mais c'est vraiment de me rendre compte que je suis responsable de ça, je suis responsable de ma souffrance, et donc c'est à moi que revient l'action de changer ça. L'autre chose que ça m'a apporté, c'est de retravailler ma concentration. Ça, je le vois. Depuis que je suis rentrée, et tout de suite je l'ai senti, j'ai une concentration qui est vraiment beaucoup plus accrue, beaucoup plus fine, beaucoup plus prolongée. J'ai une capacité à ne pas me laisser disperser par les choses qui me fait énormément de bien. Je pense que c'est aussi beaucoup dû au fait que vous n'avez pas votre téléphone pendant 10 jours et que donc vous n'êtes pas en train de zapper d'un truc à l'autre et que vos journées sont rythmées tous les jours, elles sont quasiment pareilles. Et vous avez ce rythme et cet emploi du temps qui ne vous lâche pas, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé sur la concentration, sur revenir à une concentration beaucoup plus profonde. Une autre chose que ça m'a apporté, c'est le rapport au présent, au moment présent, à l'instant, là, maintenant. Ça, c'est quelque chose d'assez difficile, même de par mon travail, en fait. Je suis photographe et je prends en photo des moments et puis c'est des souvenirs. Donc j'ai beaucoup on va dire, de moments où je pense au passé. Je suis globalement très attachée au passé, aux souvenirs, à la mémoire. Et j'ai aussi beaucoup de moments où je me projette, où j'ai des tas d'idées pour le futur, ou etc. Et ça, ils nous en parlent également dans des discours. Ils nous disent que notre souffrance vient également de ça, du fait d'être soit dans le passé, soit dans le futur, et pas dans le présent. Et que dans le passé, on peut se réfugier, on peut repenser à quelque chose qui nous a fait du bien, ou on peut revivre des choses douloureuses. Et que dans le futur, c'est pareil, on peut être angoissé, on peut avoir peur du futur, et on peut aussi se dire ah, quand j'aurai une grande maison, je serai super heureux, etc. Et qu'en fait, ça, c'est de nouveau soit de l'avidité, soit de l'aversion. Et que c'est la source de nos souffrances. Vous avez compris la chanson. Et voilà, et donc ça m'a forcé à être dans le présent. Le corps m'a forcé à être dans le présent, observer mes sensations à ce moment-là, pas celles qui sont déjà passées.
ça m'a forcé à être dans le présent. Et je sens que ça me calme, que ça m'a beaucoup rassurée. Là, je sens quelque chose quelque chose d'assez rassurant en moi, comme une nouvelle force en fait qui s'est installée, comme quelque chose, une sorte de fondation sur laquelle je peux me reposer, quelque chose qui est plus doux en fait, et qui prend un jour après l'autre, qui est pas stressé par ce qui va arriver, qui arrive à lâcher un peu plus prise sur le passé. Il y a eu un moment donné, en fait, aussi pendant la retraite, où je me suis dit ah ben est-ce que j'écrirai pas à cette personne? Je pense que je vais écrire ça à cette personne quand je vais rentrer, enfin bon, voilà. Et je m'étais fait déjà plein de films, on va dire, dans ma tête, de personnes à qui je voulais dire tel truc, etc. Et quand je suis sortie de tout ça, euh, en fait, je me rendais compte que ça n'avait pas de sens et que je faisais ressurgir le passé dans le présent. J'ai abandonné cette idée. J'ai abandonné cette idée et je sens en moi qu'il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille avec le passé, avec ce qui est derrière moi. Et que ça fait du bien en fait. Ça m'a allégée, ça pour le coup. Également, une chose que j'ai beaucoup expérimentée, c'est que quand j'étais dans le présent, alors il y a différentes choses qui m'ont fait cet effet, mais j'avais des fous rires. J'ai eu plusieurs fois des fous rires toute seule en fait. Un fou rire dans la forêt, un fou rire en épluchant ma pomme, deux fous rires en épluchant ma pomme. Euh, et puis à la fin aussi, et le fait d'être avec moi-même, là où j'ai vu que j'étais ma pire ennemie, j'ai aussi compris, plutôt vers la fin, que j'étais ma meilleure amie et que je serais toujours avec moi-même. Et qu'en fait, s'il y a une personne avec qui on passe toute sa vie, c'est soi-même. Et donc, quand j'avais des fois, j'avais vraiment des choses où j'avais une sensation d'absurdité, et un rire qui montait en moi, mais qui était un rire aussi très bon, quoi. Je sais pas comment dire, un rire profond. Et donc ça m'a créé une sorte d'euphorie, en fait, aussi d'être dans le moment présent et d'être qu'avec moi-même. Ensuite, une autre chose que ça m'a fait monter en moi, sur lequel ça m'a vraiment aidé, c'est la clarté. J'ai énormément gagné en clarté sur plein d'aspects de ma vie, mais vraiment je vois, c'est même une sensation, j'ai envie de dire, physique. J'ai gagné en clarté pour beaucoup de choses, en prise de conscience. Et donc, la vie est plus fluide en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça parce que c'est difficile à mettre en mots, mais je trouve que la vie est plus fluide. Parce que j'y vois plus clair en fait. Je vois plus clair dans mes mécanismes, je vois plus clair dans mes schémas répétitifs, je vois plus clair dans mes réactions, je vois plus clair dans mes sensations. Euh, et donc j'y vois plus clair de façon générale dans ma vie, dans pourquoi je fais telle ou telle action, dans qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que je n'espère pas. Enfin vraiment, ça m'a donné comme une sorte de prise de recul immense sur l'ensemble de ce que j'ai vécu et de ce que j'espère vivre, etc. Bon, des choses assez simples, mais quand même, dans ce que ça m'a apporté, ça m'a coupé de l'hyperstimulation, dans le fait de faire plein de choses, de se disperser. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Je me suis reposée. Ça peut être fou à dire parce que, alors bon, à la fin, j'arrivais plus à faire la méditation de 4h30 à 6h30 du matin, donc je dormais. Je dormais jusqu'au petit-déj parce que, en fait, ça m'a fatiguée de me concentrer autant de temps. Vraiment, c'est un challenge, quoi. Les méditations qui duraient 1h30, au début, vraiment, je regardais la montre toutes les 5 minutes, quoi, quand j'étais dans ma chambre. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrivais à lâcher prise et à me rendre compte que, ah, bah, 20 minutes est passé, ah, bah, une demi-heure est passée, et puis voilà. Et donc, le fait de couper l'hyperstimulation, il y a quelque chose d'assez fou aussi que j'ai ressenti, c'est que j'étais de nouveau maître de mon temps, que le temps ralentissait, mais ralentissait. Alors des fois ça me faisait paniquer parce que en fait je voulais pas qu'il ralentisse, c'était trop difficile de constater que ça faisait que 2 minutes que j'étais en train de méditer et je n'en pouvais plus et je me sentais en saturation en fait. C'était trop. Et en même temps, je me rendais vraiment compte que plus je ralentissais, plus le temps ralentissait. Plus j'allais vite, plus le temps allait vite. Et d'ailleurs, j'ai fait une expérience assez étonnante, c'est que le dernier jour, le 11e jour où on s'est mis à parler avec les autres, là, bah voilà, j'ai parlé avec plein de gens, j'ai découvert des femmes incroyables, on a discuté de nos vies, de la méthode, de ce qu'on avait vécu, enfin bon bref.
Et d'un seul coup, il y avait toute cette agitation et d'un seul coup, le temps est allé beaucoup plus vite. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que si je vais vite, le temps va vite, les heures passent vite, alors que si je vais lentement, eh ben, le temps passe lentement. Voilà. Ça m'a également fait vivre des très grands moments d'ennui. Et là, vous vous dites, non, mais ça, c'était plutôt dans les critiques, non? mais non, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais plein d'idées qui venaient. Et ça m'a fait du bien, je pense, au niveau créatif, de ressentir cet ennui profond, de ne rien faire, de ne pas être en train de travailler sur tel projet ou de réfléchir à tel projet, et d'avoir vraiment un moment de coupure nette. Euh, et donc le fait de ressentir cet ennui véritablement, profondément, je pense que ça m'a vraiment fait du bien aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien revivre dans ma vie, sans revivre une retraite Vipassana. Mais j'aimerais bien me recréer des périodes comme ça où je m'ennuie. Enfin, pour les dernières choses, ça a confirmé mon envie de continuer à pratiquer le chamanisme au tambour. Parce que voilà, pour moi, les bémols que je vous ai dit juste avant de Vipassana ont été, on va dire, suffisamment grands pour ne pas me donner envie de réexpérimenter. Là, je dis ça, voilà, ça fait 3 jours que je suis rentrée. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, je suis pas une grande méditante. J'ai même pas forcément envie. Pourtant, ils vous le disent. Hein, ils vous disent si vous ne méditez pas en rentrant chez vous, ça ne sert à rien ce que vous avez fait, quoi, en gros. Euh, mais j'ai trop de résistance sur certains concepts, sur certaines, notamment le fait de vouloir atteindre l'illumination, qu'il y a un but à atteindre et que donc il faut travailler dur pour l'atteindre et quitte à souffrir et quitte à... Bon, voilà, c'est pas... Je crois que ça fait plus partie de mes valeurs et que c'est plus ok pour moi de faire ça. Et que comme je vous le disais, j'ai envie de travailler avec la vulnérabilité, avec la douceur, avec la lenteur, avec le petit pas, avec l'humilité aussi. Pour moi, l'illumination, c'est pas un truc d'humilité, d'espérer atteindre l'illumination. Et donc ça a vraiment confirmé ma voie de travailler dans le chamanisme au tambour, vraiment. Et puis voilà, j'ai fait une rencontre, enfin il y a eu aussi des choses un peu comme des signes du destin, des rencontres que j'ai faites assez incroyables à la toute fin quand on s'est remise à parler et qui m'a confirmé ça. Et puis les dernières choses, en étant complètement illuminée, désolée pour la qualité lumineuse de cette vidéo, les dernières choses que ça m'a beaucoup apporté, c'est la conscience de chaque geste, parce que en ralentissant, je me rendais vraiment compte que ma douche, la lessive, manger, dormir, aller méditer, aller me promener dans la forêt, chaque pas, chaque regard envers un arbre, envers la mousse, envers un papillon, envers l'arc-en-ciel que j'ai vu là-bas. Euh, En fait, chaque chose était faite avec une conscience, mais tellement accrue, tellement fine. C'était assez bluffant, en fait, de le constater, de m'observer dans ce quotidien-là. Et, euh, et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, d'avoir cette espèce de conscience de chaque geste. Je trouvais tout beau aussi. À un moment donné, au tout début, j'étais un peu pareil, on va dire, en difficulté avec le fait que c'est extrêmement sobre et que donc j'avais du mal à retrouver de la beauté dans cette expérience. Et en fait, elle est venue vraiment au fur et à mesure des jours, elle est venue au fur et à mesure que je ralentissais. Et ce côté d'émerveillement, notamment quand j'ai vu cet arc-en-ciel incroyable, quand on a vu un halo autour de la pleine lune le dernier soir des méditations. Et pour moi, c'était comme un espèce de cadeau de « Oh mon Dieu, j'ai réussi !» Je suis allée au bout de cette expérience qui était difficile pour moi, vraiment sur la longueur. Donc au fur et à mesure, ça m'a aussi remise là-dedans, dans cet émerveillement, dans le fait qu'il y a toujours une petite chose qui est belle en fait, mais que si on va vite, on le voit pas en fait. Si on va lentement, on peut avoir cette surprise de l'avoir sur notre chemin. Et puis enfin, la dernière chose que ça m'a fait vraiment très fortement ressentir, c'est une sensation d'amour, de compassion pour tous les êtres. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont ressenti à la fin parce qu'on fait une méditation en ce sens, dans le fait d'envoyer de l'amour en gros à tous les êtres. Moi, c'est pas à ce moment-là que je l'ai ressenti assez vite, peut-être au 5e jour, mais
j'ai eu une forme de compassion pour tous ces êtres humains qui galèrent comme moi, avec l'avidité, l'aversion, l'ignorance, avec toutes ces souffrances, avec le fait d'être dans le passé, d'être dans le futur, mais pas vraiment dans le présent, et d'être dans cette forme d'inconscience en fait, et de subir sa vie. Et j'ai eu vraiment plein d'élan, d'amour pour des personnes autour de moi, pour mes proches, voilà, et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment comme ouvert le cœur. Et j'ai eu également énormément de compassion pour moi-même. Et j'ai eu cette sensation de passer de ma pire ennemie à ma meilleure amie, tout en étant douce avec moi-même. Et pas dans ce truc de me flageller, de me dire oh là là, mon Dieu, j'ai de nouveau réagi, c'est mauvais, il faut surtout pas que je réagisse, il faut que je reste équanime. Mais non, en fait, le chemin est long, hein, c'est le chemin de toute une vie. Et, euh, et voilà, mais vraiment, j'ai eu comme de nouveaux outils pour m'accompagner, pour voir les choses d'une certaine façon, aussi avoir une nouvelle vision sur la vie et pour avancer petit pas après petit pas. Enfin, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues. Avec qui je l'ai fait et où? Vipassana, c'est quelque chose qui est international. Il y a plusieurs centres en Europe, dans le monde entier. Moi, je l'ai fait à Damamaï, qui est le centre de méditation principal de la France. Mais il y a plusieurs endroits où vous pouvez aller. C'est en Bourgogne. Et les enseignants, vous ne les choisissez pas, hein, c'est les enseignants Vipassana, voilà, tout simplement. Est-ce que je le referai? Alors, à la fin, il y a beaucoup d'anciennes étudiantes qui demandent aux nouvelles. Alors, comment c'était pour toi? Est-ce que tu reviendras ou pas? Franchement, je ne pense pas que je le referai. Mais ça, voilà, je le dis aujourd'hui, en décembre 2024, après cette expérience à chaud. Peut-être que je le referai un jour, mais aujourd'hui, je pense pas que je le referai. Par contre, je suis très contente de l'avoir fait, dans le sens où, pour quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, qui n'a pas expérimenté le silence sur 10 jours, qui n'a pas expérimenté cette méthode de méditation, je pense que ça reste vraiment intéressant. Bien sûr, ça conviendra pas à tout le monde. Bien sûr, il y a des personnes qui vont réagir très fortement, je pense à certains concepts, qui vont pas être d'accord. Mais vraiment, on vous demande, et je trouve ça très sain en fait, hein, de faire confiance, d'expérimenter, et puis au bout de 10 jours, vous ferez votre avis, comme là je suis en train petit à petit, jour après jour, de faire le mien. Franchement, je le referai, ouais. En tout cas, je me dis que je suis contente de l'avoir vécu, et que si j'avais pas encore été tirée au sort cette 4e fois, je pense que j'aurais refait une autre demande et que je serais allée au bout et que je... Voilà. Euh, donc oui, je le referai en tant que première fois. Est-ce que j'y retournerai? Je pense pas. Parce que pour moi, c'est un peu euh, c'est pas que j'ai l'impression d'avoir tout compris, hein, parce que ça serait pas du tout humble de ma part de dire ça, mais j'ai compris les concepts, globalement. J'ai compris la méthode. Après, pour moi, c'est plus une histoire de pratique. Est-ce que je vais pratiquer? Aujourd'hui, je pratique pas. Parce que voilà, j'ai une sensation de saturation, comme je vous le disais. Mais ensuite, c'est vraiment voilà, comment on l'intègre au quotidien. Et pour moi, c'est plus de l'auto-observation. Mais comme je peux faire en communication non violente, par exemple, qui est aussi beaucoup basée sur de l'auto-observation. Et enfin, la dernière question que j'ai eue, c'est y a-t-il des moments dédiés à l'échange? Donc, comme je le disais, pendant 10 jours, non. Vous êtes seul, en silence complet. On vous le dit plein de fois. On vous le rappelle. Par contre, le dernier jour, le 11e jour, vous pouvez échanger avec les personnes qui ont vécu comme vous cette expérience. Nous, on était 60 hommes et 60 femmes, donc ça fait du monde hein, avec lesquels vous pouvez vous exprimer, parler, discuter. Et c'est des moments pour moi qui sont très intéressants. Sur ce, avec cette lumière du soir, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations sur Vipassana, vous aura donné envie d'y aller ou pas. J'insiste vraiment sur le fait que si vous avez envie d'y aller, s'il y a quelque chose en vous qui vous titille, allez expérimenter, faites votre expérience, tout en sachant que c'est assez radical, que c'est assez extrême. Voilà, je pense qu'il vaut mieux se dire que c'est difficile et tenir jusqu'au bout et avoir cette persévérance plutôt que de se dire ah ça va être super facile, les doigts dans le nez et ouh trop bien et en fait se rendre compte qu'on a envie de partir et qu'on va partir au 3e jour. Si vous avez envie de me partager, si vous avez vécu Vipassana, je serais heureuse vraiment
d'avoir votre retour, d'avoir votre expérience en commentaire. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, si vous avez envie de le faire, pareil, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions encore, vous pouvez me les écrire en commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Vous avez le site de Vipassana qui est très facilement trouvable sur Internet en une petite recherche sur Google. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis à bientôt.